Quel réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette émission. Nous sommes ici avec le même professeur, le professeur Guy Robert Silou. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. Avec vous, nous allons parler de paradoxe congolais, causes et conséquences des méandres du développement congolais. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, on parle de paradoxes ou contradictions. Pourquoi des contradictions? Ça nous empêche d'atteindre le développement social et économique? Vous savez, nous avons un grand pays comme la RDC. Or, il s'avère que dans le microcosme politique, c'est-à-dire sur ce champ, nous avons tendance à rester davantage sur les débats concernant des personnes. Or, il s'avère que les enjeux sociétaux dépassent les personnes. Malheureusement, nous n'avons pas toujours ce recul nécessaire qui nous permet de saisir les problèmes dans leurs fondements les plus profonds pour mieux les analyser et derrière essayer de trouver des solutions qui s'imposent. Voilà pourquoi on va constater que nous, en tant que pays, nous sommes englués dans des paradoxes qui ne sont pas toujours très bien compris. Une fois ces paradoxes compris, je pense que les décideurs politiques sauront trouver les solutions pour apporter les réponses qui s'imposent. Parce que je pense qu'au vu de l'échéance qui se présente au mois de décembre, il faudrait bien que les partis politiques se saisissent peu ou prou de ces enjeux que nous allons mettre en exergue afin que leur programme puisse s'appuyer sur ces paradoxes, parce que tant que ces paradoxes ne seront pas du tout intégrés dans leur manière de penser l'impensé, on risque de se retrouver toujours dans le statu quo, c'est-à-dire faire du surplace. D'après vous, il y a combien de paradoxes avez-vous recensés? Quels sont ces paradoxes? Mais on en a une foultitude, c'est-à-dire que la liste ne pourra jamais être exhaustive. Et voilà pourquoi ce serait prétentieux de notre part de dire voilà les seuls paradoxes qui sont inhérents à la société congolaise et par voie de conséquence, il faudrait bien qu'on puisse y travailler. Non, ce n'est pas le cas, mais comme nous sommes tenus aussi par le temps, et comme vous le savez, hein, c'est pas moi qui le dis, Benjamin Franklin l'avait déjà dit, le temps c'est de l'argent, le temps qui nous est imparti est relativement infime, et par voie de conséquence, on ne peut que s'attarder sur quelques paradoxes pour essayer d'illustrer les propos qui nous tiennent à cœur. Quel est le premier paradoxe que vous épinglez? Un des paradoxes qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le paradoxe qui se fonde sur la quantité et non sur la qualité. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la République démocratique du Congo est un pays qui est potentiellement riche. Les richesses minières sont là. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est indéniable. Les richesses minières sont là, les ressources minières, les ressources hydrauliques. Nous avons le deuxième fleuve au niveau du débit, après l'Amazonie. Nous avons une superficie qui est la deuxième du continent africain, c'est-à-dire en premier plan, nous avons la superficie d'un pays comme l'Algérie, vient en deuxième position notre pays, c'est-à-dire la RDC, avec plus de 2 342 000 et des poussières, et donc c'est un grand pays. Nous avons également une population qui est suffisamment nombreuse. Approximativement, on considère que la RDC compte 100 millions d'habitants. Une grande démographie. Une grande démographie. En même temps, une démographie qui est très jeune. Donc, ce qui supposerait que nous avons les ressources naturelles humaines qui devraient nous permettre de nous développer. Or, il s'avère donc des atouts, alors. Mais ce sont des atouts qui sont là, mais malheureusement, la qualité pour se saisir de ces ressources afin de les exploiter à bon escient, la qualité n'y est pas. Et c'est ça le problème. Et dans notre manière de fonctionner, on a tendance à mettre l'accent
sur le quantum, la quantité, et non sur la qualité des choses. Oui. Mais je peux vous donner des exemples relativement simples. Je viens de faire allusion à cette rente minière, la rente pétrolière et la rente, si vous voulez, forestière. Or, une rente ne suffit pas pour faire d'une économie beaucoup plus quelque chose de dynamique. Or, il faudrait qu'on puisse y mettre de la qualité. Je reviens sur ce qui s'est passé le 29 mars. C'est-à-dire qu'il y a eu ce grand rendez-vous de l'Union sacrée. La sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée. Oui. Il s'avère qu'on a beaucoup plus mis l'accent sur la quantité. Le nombre de personnes. Le nombre de personnes oui. qui étaient à l'intérieur du stade et à l'extérieur du stade. C'est-à-dire que l'Union sacrée, comme on le dit, a fait le plein. Or, il s'avère que le plein est indispensable, bien sûr, mais ce n'est pas une fin en soi. Quel est le discours qui en est ressorti? Certainement, il y a eu des choses qui ont été dites, mais il s'avère que les commentateurs, les hommes politiques eux-mêmes vont beaucoup plus mettre l'accent sur la quantité, le nombre de personnes, que sur la qualité des militants mobilisés. Exactement. C'est-à-dire que on se rend bien compte que nous sommes en train d'inverser nos valeurs. Au lieu de mettre l'accent sur le fond, oui. On va chercher à être davantage sur la forme, qui n'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire que ne soyons pas non plus trop sévères, mais il s'avère que je pense dans ce genre de réunion, dans ce genre de rencontre d'un grand parti politique qui fusionne avec le peuple, c'est le fond qui devrait nous intéresser. Or, les commentateurs, comme je l'ai dit, et les hommes politiques vont s'attarder davantage sur le nombre de personnes. Sur la forme. Sur la forme. Et ça, on peut même faire un glissement au niveau des artistes musiciens. Lorsque, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu une forme de compétition qui se met en place par rapport à nos artistes, qui sont des célébrités, bien entendu, le fait que ces stars, s'il faut les appeler ainsi, cherchent à se produire au stade des Martyrs, l'objectif premier, c'est de remplir le stade. Mais en revanche, la qualité acoustique, personne n'en parle. La qualité de la musique, les thèmes abordés, la chorégraphie, les jeux de lumière et tout le décor qui va avec, personne ne mentionne cela. Le mélomane s'intéresse à l'habillement, au nombre. Exactement. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de passer un peu à côté de l'essentiel. Et là, nous sommes dans un premier paradoxe qui me semble très très important. Nous avons des ressources nécessaires pour nous développer, mais sauf que au niveau de la qualité, c'est-à-dire comment optimiser ces ressources pour atteindre le nirvana, et derrière le mot nirvana, moi j'entends la croissance. Malheureusement, ce travail n'est pas toujours très bien fait. Et voilà pourquoi on se perd dans ce type de méandre, c'est-à-dire rester sur le côté superficiel des choses, alors que ce qui intéresserait le peuple, c'est de se dire, voilà, on s'est réunis le 29 avril, pardon, ce n'était pas le 29 mars, c'est le 29 avril, le samedi 29 avril. Qu'est-ce qui en est sorti? Quelles sont les décisions futures qui pourraient intéresser le peuple? Je pense que c'est ça le fond qui intéresserait le peuple congolais et non l'inverse. Mais il y a aussi un élément, la ressource démographique qui est négligée. Nous avons une jeunesse active et mobile, mais négligée. Et là, on revient... Sans emploi. Et sans emploi, là vous évoquez cette ressource qui est très très importante, et c'est pas moi qui dirais le contraire en tant que professeur d'économie. Jean Baudin disait la chose suivante: il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc nous avons cette main-d'œuvre qui est abondante. Et comme nous avons une main-d'œuvre qui est abondante sur le marché du travail, l'offre de travail étant supérieure à la demande, le prix est très faible. On s'en rend bien compte que aujourd'hui, le SMIC est très très bas. Donc, raison de plus
d'exploiter cette ressource pour que nous puissions en faire quelque chose d'utile qui rapporterait suffisamment de ressources en créant une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée ferait le bonheur de tout le monde, c'est-à-dire une répartition par la suite de la valeur ajoutée de manière équitable pour qu'il y ait de la consommation, consommation-production et production-croissance. Ce n'est pas le cas aussi avec les différents projets de l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui publie, mais on pense, on voit, on cite plus le nom de numéro 1 de cette structure qui est de rapport. C'est pas une confusion, aussi une contradiction, un paradoxe. Au lieu de s'intéresser sur les différents rapports, on s'intéresse sur l'homme. Mais exactement, là vous êtes déjà sur un autre type de paradoxe. C'est-à-dire que on est en train de vouloir stariser, s'il faudrait le dire ainsi, cet inspecteur qui coiffe, si vous voulez, chapeaute l'IGF, mais ce n'est pas cette personne qui intéresse le public, c'est le travail de cette instance de contrôle qui devrait nous intéresser, mais pas mettre l'accent sur la personne. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on est dans des paradoxes, c'est-à-dire des confusions totales entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. C'est-à-dire c'est à nous d'essayer un peu de remettre les choses sur pied. Vous savez, comme le dirait Karl Marx, vous savez, je cite souvent Karl Marx. Karl Marx, dans sa jeunesse, il était jeune hegelien. Et Hegel, Friedrich Hegel, est avant tout un idéaliste. C'est-à-dire c'est l'idée qui détermine le monde, c'est-à-dire qui détermine l'action et par la suite va engendrer l'évolution du monde. Mais dans sa maturité, que va dire Karl Marx? Il faudrait mettre les choses sur pied. C'est-à-dire que la philosophie hegelienne était à l'envers. Donc il fallait la remettre sur pied. Et là, nous avons un des paradoxes du Congolais qui met l'accent sur des choses qui sont complètement superficielles, alors qu'il faudrait qu'on puisse aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la qualité. Comment utiliser nos ressources à bon escient, comment les optimiser pour atteindre une meilleure croissance, et cette croissance va nous permettre d'améliorer notre développement, c'est-à-dire notre IDH. On ne s'intéresse pas trop aux questions économiques, politiques et essentielles, donc la RDC est un colosse au pied d'argile. Oui, ça, on pourrait le dire une fois qu'on aurait déjà quasiment abordé les autres paradoxes. On va se rendre compte que cette forme d'accumulation de paradoxes va faire de la RDC un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que, regardons un peu, toujours restons sur notre superficie, notre démographie. En face, nous avons un petit pays, comme le Rwanda, qui arrive à nous poser problème à l'Est. C'est-à-dire que nous avons les ressources nécessaires pour contrer cette influence rwandaise, pour ne pas dire ces incursions rwandaises, ces agressions. Bien entendu, d'aucuns ou certains pourront ou pourraient rétorquer en disant que le petit Rwanda est soutenu par les grandes firmes multinationales et par des États occidentaux. Mais ce qui n'empêche qu'au prime abord, c'est quand même le Rwanda qui est en avant-plan. En avant-plan. Et donc, par conséquent, on se rend bien compte que nous, en tant que grand pays, avec d'innombrables ressources, nous sommes incapables, justement, de faire face à ce type d'agression. Et donc, ou ce type d'agresseur, qui est relativement petit par rapport à notre pays. Et c'est là où il faudrait que nous puissions prendre conscience. Et là, on revient sur une notion qui est fondamentale. Prendre conscience, se conscientiser et mettre en avant le patriotisme qui devrait nous permettre d'utiliser à bon escient les ressources qui sont nôtres. Prof, est-ce que la religion face à la rationalité instrumentale, il y a aussi un paradoxe là-dessus? Là, vous touchez le deuxième paradoxe qui nous anime. C'est-à-dire que la religion aujourd'hui est prépondérante, quasi omniprésente dans la société congolaise. Mais sauf que dans les faits, il ne s'agit pas seulement de pouvoir condamner la religion comme telle, au prime abord,
par rapport à une rationalité qui se veut instrumentale. Parce que lorsqu'on est au niveau de la religion, on est au niveau d'une rationalité qui se veut axiologique, qui se fonde sur des valeurs. Mais le problème est encore là, il y a encore un autre paradoxe au sein même de la religiosité du peuple congolais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous lisez attentivement les évangiles, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est d'abord l'amour du prochain. Ça, c'est un des grands commandements pour tous ceux qui sont catholiques. D'accord? Ou on peut dire chrétiens. Voilà, disons chrétiens, au sens large du terme. C'est l'amour du prochain. Mais qu'est-ce qu'on constate dans notre société? Et quand je dis l'amour du prochain, derrière, c'est la solidarité. Or, il s'avère que derrière la religion, c'est l'individualisme qui tend à s'affranchir de la pesanteur communautaire. On se rend bien compte que les communautés éclatent au point où, aujourd'hui, c'est quasiment le chacun pour soi. Et l'amour du prochain n'existe quasiment pas. Il ne faudrait pas vraiment qu'on puisse se leurrer là-dessus. Il y a déjà un paradoxe. C'est-à-dire que ce grand commandement qui est inhérent à la religion chrétienne, s'il faut le dire ainsi, mais on se rend bien compte que les choses ne vont pas dans ce sens. Mais en dehors même de ce premier paradoxe qui est interne à la religion, on peut basculer encore sur un autre pan de notre manière de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés dites modernes. Et dans la modernité, je ne dis pas que la modernité est toujours source de progrès. Ça, on pourrait peut-être en débattre. Mais sauf que nous sommes dans des sociétés modernes contemporaines. Et aujourd'hui, qui dit modernité, dit désenchantement du monde. On ne peut plus vouloir expliquer le monde par l'obscurantisme. Aujourd'hui, c'est le progrès technique, c'est la science. Et là, on est sur les fins qui justifient les moyens. Quelle est la finalité qui est nôtre? Et par voie de conséquence, quels sont les moyens qu'on se donne pour pouvoir atteindre cela? Et donc, qui dit religion aujourd'hui qui prend de l'ampleur dans notre société, on va voir quand même cette main divine qui serait là pour répondre à nos desiderata. Et ça aussi, c'est se fourvoyer un tout petit peu. Vous voulez dire qu'à votre foi, il faut ajouter l'intelligence? Ah ben, il y a la foi, bien entendu. Oui. Il faudrait qu'on puisse rajouter l'intelligence et voir même, s'il faut aller un peu plus loin, la sagesse également. C'est-à-dire que non seulement il y a cette intelligence qui façonne la conscience, et cette conscience va vous permettre justement d'aller de l'avant. N'oublions pas que dans les évangiles, on nous demande même d'essayer de transformer la nature, le monde dans lequel nous sommes. Ça, on le lit déjà dans les évangiles. Et d'ailleurs, Karl Marx, qui est un intellectuel, avait très bien compris cela. Que dit-il? Tous les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, mais ce qui importe, c'est de le transformer. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas, dans notre manière de penser, que nous puissions confiner la religion dans une forme d'obscurantisme qui ferait que nous ne soyons plus du tout croyants. Non, ce n'est pas cela. Et je ne suis pas prêt à dire que la religion est l'opium du peuple. Oui. Mais sauf que la manière dont nous, Congolais, nous servons de cette religion, ou pour ne pas dire de ces différentes religions, mais on est en train justement de nous assoupir, de nous endormir, et par voie de conséquence, nous ne remplissons même pas nos missions en tant que chrétiens, et de surcroît, lorsqu'on essaye de déplacer le problème, parce que nous sommes dans une république qui se veut laïque, et par voie de conséquence, la religion doit être confinée dans la sphère privée et non dans la sphère publique. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, il y a un mal à avoir plusieurs églises, plusieurs pasteurs. Avoir plusieurs pasteurs, plusieurs églises, pourquoi pas? La question n'est pas au niveau du nombre, bien entendu. Dans un premier paradoxe, on mettait l'accent sur le fait qu'il y avait trop de choses qui étaient en notre possession et cela pouvait nous jouer des mauvais tours. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de pasteurs. La question, c'est toujours de réfléchir sur la qualité de ces pasteurs. Vous voyez bien, ce n'est pas le nombre qui est gage d'efficacité. C'est la qualité qui est gage d'efficacité. Et c'est là où toujours, n'essayons pas d'inverser les choses, remettons les choses à leur juste valeur.
Merci, monsieur le professeur Guy-Robert Silou. Mais il y a aussi cette situation où on est face à la tradition et la modernité. Quel est le choix à opter? C'est aussi, il y a un paradoxe aussi. Oui, ça c'est vraiment un problème, je pense. Le nœud gordien des paradoxes, on le retrouve dans ce clivage qui pourrait exister entre les traditions et la modernité. Ouais, ouais. Et ça, la société congolaise, permettez-moi de le dire ainsi, est gangrénée par ce mal. Les traditions ne sont pas des mauvaises choses en soi, mais comment utilise-t-on ces traditions? Et il y a des traditions qui peuvent nous poser problème. Regardons, avant les indépendances, les premiers partis politiques se fondaient sur quoi? Sur le tribalisme. On a eu un parti politique, Abako, et donc là, c'était vraiment propre au Bas-Congo. D'accord? Mais il s'avère qu'aujourd'hui, cette tendance-là a-t-elle disparu? Non, ça continue. Or, il s'avère qu'un parti politique devrait rassembler autour de quoi? D'une idéologie, d'un projet politique, mais d'un programme, d'un projet de société, et non sur des vertus, des bases tribales qui n'ont rien à voir pour l'unité nationale. Parce qu'une tribu, elle n'est pas mauvaise en soi, mais sauf que lorsqu'on fonde un raisonnement sur des bases tribales ethniques, on est quand même dans des penchants, si vous voulez, sécessionnistes, pour ne pas dire séparatistes. Donc ce sont des choses qui ne sont pas en mesure de rassembler un peuple d'une même nation. Et donc c'est complètement incongru. Ça, c'est le premier exemple que je donne par rapport à ce problème entre tradition, ce paradoxe entre tradition et modernité. Oui. Et je peux même, puisque c'est quand même un sujet d'actualité, m'appesantir sur la loi Tchani. Puisqu'on en parle. Proposition de loi Tchani qui estime qu'il faut. Cette proposition de loi. Ça défraie la chronique. Oui, qui estime qu'il faut verrouiller les postes de responsabilité, les postes de souveraineté, les réserver aux Congolais nés de père et mère. Congolais. Exactement. Mais or, il s'avère que je ne suis pas dans un débat purement politicien. Là, je suis sur une réflexion qui se fonde sur la philosophie, sur l'anthropologie, sur la sociologie. Ce type de proposition de loi se fonde sur ce qu'on appelle l'essentialisme et non sur l'existentialisme. Je vais faire la nuance rapidement. Lorsqu'on est sur l'essentialisme, la question qui vient à l'esprit, par exemple, qu'est-ce qu'un étranger? Et on va vouloir y répondre. D'accord? Or, il s'avère que un étranger qui a la nationalité congolaise n'est plus perçu comme étant un étranger parce qu'il va subir une éducation qui va lui permettre de quoi? De dépasser son état originel pour devenir quelqu'un d'autre. Oui. Et derrière, il y a un effet miroir. Et comme le dirait Jean-Paul Sartre, et là je suis sur l'existentialisme, l'enfer, c'est les autres. C'est les autres, oui. C'est ça le principe. Or, l'essentialisme, c'est quoi? C'est le racisme, c'est la xénophobie, et ainsi de suite. Et pour penser à cela, je vais vous citer Simone de Beauvoir, qui disait la chose suivante. On ne naît pas femme, mais on le devient. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? On est toujours dans l'existentialisme qui s'oppose à l'essentialisme. On ne naît pas femme. Il ne s'agit pas de la femme biologique. Une femme, elle naît femme, biologiquement, on peut déterminer ce que c'est qu'une femme. Mais le statut de la femme, c'est un acquis social, c'est un construit social. Et donc, on se rend bien compte qu'un individu membre d'une société est un construit social. Comment est-ce que la société congolaise va-t-elle intégrer ses membres pour qu'il y ait un dépassement, pour qu'ils puissent faire, pour que la société congolaise puisse faire de ces personnes qui ne sont pas nées de père et de mère congolais, de devenir des Congolais à part entière. C'est ça
le projet de société qui devrait incomber à la société congolaise. Voilà pourquoi je pense que cette proposition de loi se fonde davantage sur les traditions que sur la modernité. Et la modernité, vous qui êtes de formation juriste, je vais quand même vous renvoyer à quelque chose. Je vais vous poser une question et je pense que vous allez me le permettre. La filiation n'est pas déterminée que par le sang. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, la filiation peut être aussi par l'adoption. Par l'adoption. Oui. Alors, Monsieur Kambala, êtes-vous prêt un jour, si, admettons, je suis dans un scénario purement fictif, oui. Vous et votre tendre épouse, vous avez des problèmes pour avoir un enfant, êtes-vous prêt à adopter un bébé norvégien? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce bébé norvégien serait-il congolais ou pas du tout congolais? Il serait congolais, mais de par la loi, la proposition de loi Tchani, il n'est pas né de parents congolais, de père et mère, donc il ne pourra pas être accédé. Mais justement, et donc là, vous pas accéder. Et donc cette loi ne reste que sur les liens du sang, oui. Ce qui n'est pas propre à la modernité. Mais vous, en tant que juriste, vous savez très bien que la filiation peut se faire aussi oui, par adoption. Oui, oui. Et un enfant adopté et un enfant stricto sensu, ils ont le même droit. Du même sang, ont les mêmes droits. Vous voyez bien que cette proposition de loi risque d'engendrer quoi? Des discriminations. Et ces discriminations risquent d'opposer des individus, d'où le fait qu'on n'est pas sur les traditions. Donc on parle de discrimination positive. La discrimination positive, ce serait plutôt faire de telle sorte que tout citoyen qui a la nationalité oui. a les mêmes droits que tous les autres. Et donc voilà pourquoi je dis, cette loi se fonde davantage sur les traditions oui. que sur la modernité. Ça, c'était le deuxième exemple que je vous donnais. Monsieur le professeur, il y a un autre exemple. Dans notre Constitution, on parle de la représentativité lorsqu'il faut nommer les membres du gouvernement, et on parle aussi de la géopolitique. C'est aussi un paradoxe. Mais ça, c'est encore un autre paradoxe. C'est-à-dire que sur une pièce d'identité, le fait de pouvoir mentionner vos origines régionales, territoriales, géopolitiques et ainsi de suite, je pense que c'est aussi une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'on est en train de vouloir lutter contre l'ethnicisme, on est en train de vouloir lutter contre le tribalisme, mais sauf que les pouvoirs publics mettent encore en avant ce type de credo qui risque encore de porter préjudice à la manière de vivre ensemble, c'est-à-dire que le bien vivre ensemble risque d'être complètement compromis. À part la tradition face à la modernité, il y a la démocratie et le culte de la personnalité. C'est un véritable paradoxe. Nous voulons la démocratie, mais d'un côté, il y a le culte de la personnalité qui continue. Alors ça, c'est encore un autre paradoxe dans lequel nous vivons en RDC au quotidien. Étymologiquement, que veut dire démocratie? Kratos, c'est le pouvoir. Démos, peuple. Donc démocratie, c'est le pouvoir du peuple, rien que pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir, il est le souverain. Et donc, quelle est la règle qu'on s'impose? C'est la règle de la majorité. Bien sûr, dans chaque parti politique, on a toujours un leader, ce qui est une certitude. Mais or, il s'avère que dans notre pays, on a voulu faire des leaders politiques, des vedettes, des stars, des demi-dieux, oui. Au point où on bascule dans le culte de la personnalité. Oui. Or, le culte de la personnalité est antinomique aux valeurs dites démocratiques. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire un glissement vers tout ce qui est fascisme, dictature et ainsi de suite. C'est-à-dire que le culte de la personnalité, on a connu cela dans des pays comme l'Union soviétique à l'époque. Même ici en RDC, bien entendu. À l'époque du Zaïre. Mais moi je me souviens, vous étiez encore très très jeune, Monsieur Kambala, je me souviens du président du Zaïre lors, par exemple, de la grand-messe. Quand je dis la grand-messe, c'est-à-dire le journal télévisé, on voyait le président de la République sortir des nuages, c'est-à-dire qu'il était identifié à un dieu. Oui, oui. C'est-à-dire que arrêtons avec ce culte de personnalité, et ce culte de personnalité nuit à la démocratie. Pourquoi nuit-il à la démocratie? Parce que derrière, on n'est pas du tout objectif. C'est-à-dire que les conseillers du roi
pour ne pas dire les bouffons du roi, comme cela se passait dans des monarchies et autres, le bouffon du roi, quel était son rôle? Par la dérision, par l'ironie et autres, le bouffon arrivait à dire des vérités au roi. Et c'est ce qui permettait au roi de se saisir des réalités de la police, c'est-à-dire de la cité. Or, il s'avère que le culte de personnalité nous empêche d'être objectifs et de dire des vérités à nos responsables politiques qui sont là, justement, prendre des décisions qui pourraient satisfaire la population, le peuple. Répondre aux besoins de la population. Et donc, la démocratie, aujourd'hui, lorsqu'il y a une forme de dérive vers le culte de la personnalité, cela devient nocif et ça devient complètement inopérant pour cette démocratie. Voilà encore un autre paradoxe et d'où les noms qu'on donne aux uns aux autres. Voilà, mais ça c'est à éviter. Oui, mais même quand on parle de Mopao, c'est lui, on crie Prézo. Exactement. Ce sont des noms comme ça qui verse dans le culte de la personnalité. Dans le culte de la personnalité, pourquoi pas aussi qu'on les appelle les dieux, je sais pas, de la musique, le dieu de la rumba et que sais-je encore. Mais ce sont des fantasmes qui nuisent à l'imaginaire collectif. Et ces fantasmes qui nuisent à l'imaginaire collectif empêchent le peuple de réfléchir de manière posée et de manière objective. Et on se perd dans les méandres de la superficialité des choses et non sur la profondeur des choses. Les questions essentielles sont éludées. Sont complètement éludées. Oui, monsieur le professeur, il y a aussi cette paradoxe, l'avoir et l'être. Celui qui a, qui possède est considéré que par rapport à celui qui est là, il n'a rien. Oui, merci encore de revenir sur ce paradoxe, mais ce paradoxe renvoie à un autre paradoxe. C'est-à-dire qu'on a déjà abordé, parce que vous allez vous rendre compte que tous ces paradoxes ne sont pas à prendre de manière séparée. Tous ces paradoxes font système, hein. Ils font corps et bloc. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur ce paradoxe de l'avoir et l'être, lorsqu'on est sur l'être, on est sur un plan beaucoup plus ontologique. Oui. Un être, c'est un être total. D'accord? Or, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en RDC, on est davantage sur l'avoir. C'est-à-dire l'avoir dans le sens de posséder. Celui qui possède le plus, c'est celui-là qui est le plus considéré. Célébré. Il a une grande considération, on va lui dérouler le tapis rouge. Et par voie de conséquence, puisque nous avons inversé une fois de plus les valeurs, en essayant de mettre beaucoup plus l'accent sur l'avoir, quel est le constat que nous allons faire? Nous allons constater que plus on veut avoir, plus on veut amasser, comme le ferait par exemple l'oncle Picsou. Vous voyez bien, hein, les dérives. Oncle Picsou, c'est stocker, amasser. Et là, on retrouve dans les évangiles. Tout à l'heure, je parlais des paradoxes qu'on peut retrouver à l'intérieur de la religion. On ne peut pas adorer à la fois Dieu et Mammon. Or, il s'avère que nous, Congolais, aujourd'hui, on ne jure que par Mammon, c'est-à-dire la richesse, la finance, amasser plus. Et derrière, nous avons les dérives que nous connaissons, la corruption. La corruption, elle est là. Pourquoi aujourd'hui? C'est parce que si vous voulez être mis sur un piédestal en République démocratique du Congo, c'est par l'avoir que vous allez vous faire distinguer et vous singulariser du reste de la population. Et il y a une autre aussi, c'est la célébrité, le talent, confondu. Celui qui est célèbre n'a pas forcément le talent. C'est un autre paradoxe qui nous empêche à évoluer. Alors là, on est un peu dans une forme de populisme qui laisse un peu à désirer. Aujourd'hui, on célèbre tout et n'importe quoi en République démocratique du Congo. Mais je tiens à préciser qu'on peut être tristement célèbre. On peut être tristement célèbre. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, les réseaux sociaux et autres, on se rend bien compte qu'il y a des gens à gauche et à droite qui essayent de créer des buzz, qui essayent justement de balancer des fake news, tout simplement pour se faire un nom. Et malheureusement, le peuple congolais, dans cette forme d'inculture, adhère à ce type de projet
Et une fois de plus, il y a un glissement qui se fait. On va se focaliser. On va mettre un focus sur des choses qui sont complètement subalternes, inutiles, futiles, au lieu de s'intéresser aux choses de la cité qui pourraient apporter prospérité et développement à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on nous a appauvris matériellement et on nous a appauvris aussi intellectuellement, culturellement parlant. C'est-à-dire que l'accent va être mis sur des choses qui devraient être secondaires. Je ne dis même pas des choses de seconde. Là, je dis bien secondaire, pour ne pas dire même en arrière-plan. Mais aujourd'hui, les valeurs sont inversées. On va accorder des privilèges aux gens qui sont peut-être célèbres, mais sans pour autant qu'ils aient du talent. Le talent, c'est autre chose. Quand je dis talent, derrière, je pourrais même remplacer le mot talent par le mot compétence. On a besoin des gens qui sont compétents. L'expertise des gens. C'est ça qui importe. Mais sauf que nous, dans notre pays, on a tendance à vouloir encenser les gens qui sont dans des banalités, des balivernes qui ne font pas avancer le schmilblick, et comme le dirait un certain Coluche en son temps. À part, nous avons un autre paradoxe, c'est l'anticolonialisme face à la culturation. Ah oui, ça c'est... Nous avons dénoncé le colonialisme, mais nous n'avons pas quitté le colonialisme. Mais ça, vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, qu'on puisse lutter contre ce colonialisme latent qui continue toujours à persister, je suis entièrement d'accord. Et malheureusement, on est souvent dans des déclarations d'intention. On est sur des velléités. Mais en réalité, ne sommes-nous pas dans une forme de servitude volontaire? L'acculturation, elle est là. Et l'acculturation, elle est même le fait des Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, allez, faisons une sorte de radioscopie. Observons la société congolaise. Si il y avait un concours de beauté, quelle est l'image de la belle femme congolaise? Que me diriez-vous? Ah oui, c'est chanté même par des musiciens. Oui, alors vous avez les critères. La femme qui a dépigmenté sa peau. Oui, qui a peau brune. Oui, bâche, oui, de teint clair. Teint clair. Avec des longs cheveux, c'est-à-dire qui met des mèches et ainsi de suite. Et voilà. Avec certaines rondeurs et ainsi de suite. Voilà. Pourquoi suis-je en train de poser ce type de questions? On va se rendre compte que la femme qui a le teint clair, c'est ça, le modèle canon de la beauté féminine. C'est l'utilisation des mèches, d'accord? Et qui dit pigmentation de la peau, ça veut dire quoi? S'identifier à l'européenne, pour ne pas dire à l'occidentale. C'est-à-dire que la peau noire, et je me rappelle que le temps des Léopold Sédar Senghor, des Aimé Césaire, avec les théories sur la négritude, ce sont des temps qui sont assez révolus. Aujourd'hui, nous avons des canons qui sont complètement différents de ceux qui étaient professés avec les théories de la négritude et autres. Femmes noires, femmes africaines et ainsi de suite. Ce n'est plus ce modèle-là. Mais c'est quoi l'anticolonialisme? Ce n'est pas seulement sur le plan économique. Ce n'est pas que sur le plan politique. Mais c'est surtout, et c'est aussi sur le plan culturel. Et sur le plan culturel, on se rend bien compte que là, il y a un paradoxe total. Le pape François, quand il était ici, il a parlé en termes du colonialisme économique. Alors là, tout le monde est d'accord. Mais sauf que le colonialisme, il est multiforme. Il a plusieurs facettes. Donc c'est aux Congolais de savoir exactement ce que nous voulons. Et quand je dis les Congolais, je peux même outrepasser les frontières de la RDC pour parler des Africains. À un certain moment, il faudrait que nous puissions être conséquents envers nous-mêmes. Ça, ce sont des paradoxes sur lesquels nous devrions travailler. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres émissions. On suit Novelas. D'accord? Je me permets de citer cette série,
mais tout le monde, ou je ne sais pas, c'est une chaîne de télé ou je ne sais pas quoi, mais c'est une chaîne. C'est une chaîne. De télé. Tout le monde est dessus pour voir des séries qui s'y passent. La majorité des jeunes personnes qui s'y attardent. Mais consommer un média, c'est consommer la culture du pays du départ. C'est-à-dire que la mondialisation, je l'avais déjà dit, la mondialisation n'est pas que économique, la mondialisation, elle est aussi culturelle. Culturelle, oui. La manière de manger des Congolais est différente de la manière de manger des États-Uniens. Sauf que les fast-food qui arrivent chez nous, c'est une manière de vivre à l'occidental, pour ne pas dire à l'américaine. Et donc, à un certain moment, il faudrait bien que nous puissions bien penser les choses pour que nous ne fassions pas tout et n'importe quoi. Maintenant, cela ne veut pas dire que je suis un anti-occidental fiefé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on est dans un anticapitalisme ou dans un anticolonialisme, il faudrait bien que nous puissions aller jusqu'au bout de notre logique, que nous puissions être conséquents. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, nous allons tout droit vers la fin de l'émission. Il y a aussi cette situation économique et financière où, en RDC, il y a deux monnaies qui circulent. Il y a à la fois les dollars américains et le franc congolais. Et le roi dollar domine le franc congolais, alors que nos lois imposent, dictent que seul le franc congolais a cours légal. Alors, voici encore un paradoxe qui est monumental et en même temps qui devrait nous faire réfléchir. Je l'avais déjà évoqué et ce n'est pas moi qui en parle. On parle en termes de dilemme de Gresham. C'est-à-dire que deux monnaies qui circulent en même temps, la bonne monnaie va chasser l'autre. Ou la mauvaise monnaie va chasser la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le dollar, qui n'est pas notre monnaie, et à juste titre, la Banque centrale américaine, c'est-à-dire la Fed, fait de telle sorte que les taux directeurs puissent augmenter, et les taux directeurs qui augmentent, tout le monde va se précipiter sur le dollar, et donc le dollar va s'apprécier. Et à contrario, le franc congolais, qui est la mauvaise monnaie, que va-t-elle devenir? Elle va complètement se déprécier. Et nous avons ces théories-là économiques en tête, mais mordicus, on persévère dans l'erreur. C'est là où je me dis, il y a des paradoxes qui sont là, que nos hommes politiques, que le microcosme économique aussi est censé entendre, mais malheureusement, on continue à persévérer dans les erreurs. Comment peut-on lutter contre l'inflation dans notre pays, dans la mesure où notre économie est fortement extravertie et dollarisée aussi. Et donc dollarisée, oui. Comment peut-on aider la population congolaise avec cette monnaie qui est très forte qu'est le dollar, tout en sachant que les personnes sont rémunérées en francs congolais. Et donc, systématiquement, l'inflation ne peut être que mortifère. Et derrière, il y a l'appauvrissement de la population congolaise dans son ensemble. Monsieur le professeur Guy Robert, il nous reste deux paradoxes. La haine des élites et la vénération des populistes. Qu'est-ce que vous placez comme mot ? Oui, là, au niveau des élites, moi je parlerai aussi du paradoxe, si vous voulez, qui porterait sur des intellectuels. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est une impression, hein, une impression, elle peut être bonne comme elle peut être fausse. Mais j'ai l'impression que les intellectuels ne sont pas suffisamment écoutés dans ce pays. Au contraire, on préfère mettre sur un piédestal des nigauds, et là je pèse bien mes mots, je dis bien des nigauds, c'est-à-dire ceux qui ont quand même peu de cervelle, ceux qui vont se contenter de peu, on va les mettre sur un piédestal. Et ces intellectuels, je ne dis pas qu'ils sont exempts de reproches. Il y a des intellectuels qui sont arrivés aussi aux postes très importants, qui ont eu à faire tout et n'importe quoi. Et derrière, il y a eu une forme de discrédit qui s'est jeté complètement sur leur figure. Et ça, c'est tant pis pour eux. Mais derrière, quand même, les intellectuels sont là pour essayer de faire ce que nous essayons, je dis bien essayons, de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir sur des vrais problèmes sociétaux. Les vraies questions. Les vraies questions. Nous n'avons pas toujours les bonnes réponses, mais il s'agit de poser des bonnes questions quand il faut les poser. D'où la réflexivité. D'où la réflexivité. Il ne s'agit pas d'apporter systématiquement des réponses. Le but de cette émission n'est pas d'apporter systématiquement des réponses, qui n'est pas de notre fait. Ou de donner des leçons.
ou de donner des leçons. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit tout simplement de se lancer dans une réflexion, et une réflexion qui va faire que les décideurs politiques, les acteurs politiques puissent entendre ces échos-là, oui, et à partir de là, réagir. Un intellectuel, c'est celui qui va aussi à contre-courant. Je ne suis pas censé aller dans le sens du courant actuel. Ce n'est pas parce que c'est le gouvernement de M. Sama Lokonde qui est là que je dois systématiquement le caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des choses à dire, mais il faut les dire, comme je le disais tout à l'heure, qui aime bien, châtie bien. Et du choc des idées, jaillit la lumière. Mais du choc des idées, jaillit la lumière. Et par voie de conséquent, les intellectuels doivent prendre leur place, mais rien que leur place. C'est-à-dire essayer de susciter des questionnements, des problématiques qui feront réfléchir, mais la société dans son ensemble. Nous sommes presque à la fin. Quel est en quelques secondes ce paradoxe vénération des populistes? En quelques secondes, monsieur le professeur. Ah ben oui, ben aujourd'hui, monsieur Kambala, c'est pas à vous que je vais vous annoncer cela ou vous apprendre cela. C'est celui qui raconte tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qui promet monts et merveilles au peuple, qui est adulé, alors que celui qui est sérieux dans les principes, dans des préceptes, dans des théories et dans des idéologies qui pourraient entraîner le Congo vers le développement et la croissance, malheureusement ces gens-là ne sont pas entendus. On est prêt à entendre, si vous voulez, les gourous de la politique. Or, les gourous de la politique ne font que du populisme, et le populisme est néfaste à la prospérité d'un pays. Essayons vraiment de sortir de cette manière de penser la société. Essayons de penser, et je pourrais même rajouter de penser l'impensé, pour que nous puissions toujours essayer de tendre vers la vérité, pour ne pas dire de tendre vers l'objectivité. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Une fois de plus, vous êtes là, vous êtes toujours là présent pour répondre à nos questions. Merci aussi à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous concluons. Quittons les paradoxes congolais qui nous empêchent à atteindre les progrès sociaux. Quittons tous ces paradoxes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.